le déclenchement du conflit tient, semble-t-il, d'après ce que je peux lire moi-même dans la presse, que les médias nous rapportent, au fait que la Russie, d'une part, souhaite étendre sa zone d'influence sur les régions russophones de l'Ukraine. Elle l'avait déjà fait avec la Crimée. Là, c'est pas étendre sa zone d'influence, c'est carrément s'emparer de cette région qui est, semble-t-il, peuplée majoritairement de populations qui s'expriment en russe, ou du russophone. Et alors, d'autre part, il semble que dans les accords qui ont été conclus en 2014, les accords de Minsk, il semble que l'Ukraine avait accepté de prévoir une forme d'autonomisation des régions russophones du Donbass et d'assurer un référendum dans ces régions. Et il semblerait que, après avoir accepté cela, le Parlement ukrainien s'y est ensuite opposé. Si bien que, finalement, les accords n'ont pas été respectés et, du coup, la Russie, ou devrais-je plutôt dire, peut-être pas la Russie, mais Poutine, a estimé que c'était là quelque chose d'inacceptable. Cela, auquel s'ajoute en outre le fait que l'Ukraine souhaite rejoindre à la fois l'Union européenne et l'OTAN, la Russie a le sentiment, devrais-je plutôt dire Poutine, a le sentiment que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN apparaît comme une menace directe dirigée contre la Russie. Et en réalité, il semblerait qu'il y ait quand même une forme de revendication de caractère irrédentiste, je dirais, de la Russie sur l'Ukraine. En fait, si on remonte dans l'histoire, il semble qu'il y a très longtemps, l'Ukraine et la Russie ne faisaient quasiment qu'un seul et même pays. Et donc, tout cela, mis ensemble, a fait que finalement, Poutine a estimé qu'il y avait là une forme d'atteinte, de menace dirigée directement contre la Russie. Il a donc exigé que cela cesse. Il exige actuellement que l'Ukraine revienne à un statut de neutralité permanente, en cas de neutralisation, un petit peu la même situation que celle de la Finlande, qui est aux portes de la Russie. Et l'Ukraine répond que non, sa souveraineté l'autorise à s'allier avec qui elle veut, et qu'elle n'a pas à se faire dicter sa politique étrangère par un État étranger. Alors, en ce qui concerne la reconnaissance, il est clair que cette reconnaissance, la reconnaissance de ces régions comme étant des États indépendants, est ce qu'on appelle une forme de reconnaissance prématurée, qui est constitutive d'une intervention étrangère dans les affaires intérieures d'un État. Par conséquent, c'est quelque chose de totalement, c'est une violation du droit international, c'est illicite, parce que c'est une ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Par conséquent, cette reconnaissance n'a aucune valeur juridique, elle constitue même, en tant qu'ingérence, une violation du droit international engageant la responsabilité internationale de la Russie. Et le fait que Poutine l'ait fait, eh bien, je peux que me répéter, c'est un acte internationalement illicite. Dans le droit international contemporain, depuis 1960, le droit d'autodétermination n'a été reconnu qu'au profit des peuples qui sont dans une situation coloniale ou je pourrais qualifier aussi de paracoloniale. Situation coloniale, ce sont des colonies qui sont devenues progressivement indépendantes à partir des années 50, surtout il y a eu le grand développement de la décolonisation en 1960. Et alors, il reste encore aujourd'hui quelques situations que l'on peut qualifier de paracoloniales, parce qu'il s'agit d'occupation notamment de territoires qui devraient être, dont l'indépendance est reconnue, mais qui ne peuvent pas obtenir cette indépendance parce qu'une puissance occupe leur territoire. C'est le cas d'Israël avec la Palestine, c'est le cas du Maroc avec le Sahara occidental. De telles situations
sont des violations également du droit à l'autodétermination, et ça a été reconnu de manière régulière par l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà, alors nous sommes dans la situation actuelle telle qu'elle se présente factuellement, c'est une véritable agression d'un État étranger contre un autre État. Donc, il faut bien se rendre compte que l'Ukraine est devenue un État tout à fait indépendant depuis 1991. Je dis tout à fait parce qu'avant, l'Ukraine était déjà, comme la Biélorussie, réputée être des États distincts de l'Union soviétique, mais c'était une fiction. En réalité, l'Ukraine et la Biélorussie faisaient partie de l'URSS. Et qu'avec les accords de Minsk, qui prévoient la dislocation, le démantèlement de l'URSS, eh bien, il y a toute une série de républiques qui sont devenues des États indépendants, comme le Kazakhstan, le Turkménistan, la Biélorussie, l'Ukraine. Et tous ces États sont devenus des États véritablement indépendants. Et donc, c'est cette indépendance qui est totalement remise en cause par l'action de la Russie, qui s'apparente à une véritable agression. Dès lors que les forces russes sont entrées en Ukraine, qu'elles ont violé son intégrité territoriale, qu'elles mettent en cause son indépendance, et ça a d'ailleurs été reconnu officiellement par la résolution adoptée par l'Assemblée générale réunie en session extraordinaire le 1er mars dernier. L'OTAN, comme n'importe quel autre État d'ailleurs, deux membres de l'OTAN pourraient parfaitement intervenir militairement en faveur de l'Ukraine. Enfin, il faut dire que, étant donné la puissance de la Russie, ce serait un petit peu suicidaire de la part d'États qui n'ont pas une puissance militaire équivalente à la Russie d'intervenir en faveur de l'Ukraine. Je veux dire intervenir militairement. Enfin, il est clair que l'Ukraine, se trouvant agressée, et bénéficie d'un droit de légitime défense individuelle et collective. Autrement dit, les autres États peuvent intervenir en sa faveur de la même manière que, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les puissances alliées sont intervenues en faveur des États qui avaient été envahis par l'Allemagne nazie. C'est exactement la même chose ici, et donc on pourrait parfaitement imaginer que juridiquement, les d'autres États interviennent militairement pour aider l'Ukraine à se défendre, mais avec les conséquences que l'on peut craindre, évidemment, c'est que une telle intervention, notamment si l'OTAN devait intervenir, cela pourrait bien sûr avoir une sorte d'effet boule de neige et aboutir à une guerre mondiale, ce qu'évidemment il faut éviter à tout prix. Je crois que, bien sûr, il y a un côté rodomontade. Poutine roule un peu des mécaniques. Il craint que malgré tout que l'OTAN ne décide d'intervenir en portant secours à l'Ukraine. Et du coup, effectivement, si cela devait se produire, cela pourrait entraîner le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Et qui dit troisième guerre mondiale, entre les deux plus grandes puissances de la planète, à savoir d'un côté la Russie et de l'autre côté les États-Unis et leurs alliés, implique inévitablement, ou presque inévitablement, une guerre nucléaire. Et c'est ce que, pour l'instant, Poutine en parle, ou en tout cas laisse entendre de manière simplement suggestive, mais c'est quelque chose auquel tout le monde songe, évidemment. Le mot génocide a été utilisé de manière totalement stupide par Poutine, qui a accusé l'Ukraine de commettre un génocide. Vraiment, on a le sentiment que c'est dire tout et n'importe quoi. Le génocide, au terme de la définition que l'on trouve de la Convention sur l'incrimination de la répression et l'incrimination et la répression du crime de génocide, convention adoptée en 1948, le génocide, c'est le fait d'anéantir un peuple en raison de son appartenance ethnique, en raison de sa nationalité, en raison de sa race ou en raison de sa religion. Ça, c'est un génocide.
Et nous ne sommes évidemment dans aucun des cas de ce genre. On n'a pas vu les autorités ukrainiennes recourir au moindre anéantissement de ces populations, notamment des populations russophones, en raison simplement de leur appartenance ethnique proche de la Russie. Ça n'a vraiment aucun sens de parler de génocide. S'il y a bien un refus, semble-t-il, de l'Ukraine à accepter une forme d'autonomisation accrue des régions russophones du Donbass, ce n'est pas pour autant une véritable persécution au sens que l'on peut donner à ce terme. À partir du moment où la persécution implique la violation des droits humains les plus fondamentaux d'une population. Droits humains, droit à la liberté, droit à la liberté d'expression, droit à la sécurité de sa personne, bref, l'ensemble des autres droits humains que l'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'Assemblée générale, théoriquement, au terme de la Charte des Nations Unies, prend des recommandations, mais notamment en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais elle prend aussi toute une série de décisions, quotidiennement, j'ai envie de dire. Ce sont des décisions de caractère obligatoire. Et en outre, on peut dire que même des grandes résolutions qui apparaissent comme des déclarations de principe, qui apparaissent de ce fait comme la simple expression du droit international coutumier, eh bien ces résolutions ont également un caractère obligatoire, non pas en tant que résolution, mais en tant qu'expression d'une règle déjà existante et qui lie déjà les États. Et ceci, même si certains États sont opposés à cette résolution. Ce qui veut donc dire qu'une résolution comme celle qui a été adoptée le 1er mars, qui ne fait que constater une réalité, qui est cette agression telle qu'elle se présente concrètement et factuellement, eh bien on peut dire qu'elle a un caractère tout à fait obligatoire parce qu'elle est simplement la constatation, l'expression d'une règle qui est le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États et l'interdiction de l'emploi de la force dans une hypothèse autre que la légitime des forces ou l'autorisation spécifique du Conseil de sécurité. Alors, il y a donc là que vous évoquez deux types de sanctions. Il y a d'une part les sanctions à l'égard de l'État, d'autre part la sanction à l'égard des personnes. À l'égard de l'État, bon, dès lors que la Russie a commis une violation du droit international, dès lors qu'elle se livre à des actes internationalement illicites, illégaux, au contraire au droit, il est clair qu'elle engage sa responsabilité et qu'elle devrait en principe réparer cette violation, soit en se retirant immédiatement de l'Ukraine, soit en accordant des réparations sous forme d'indemnité ou sous d'autres formes à l'État ukrainien. Maintenant, en ce qui concerne les responsabilités individuelles, c'est vrai que quand on regarde la situation sur le terrain, il semblerait qu'il y ait eu des attaques dirigées contre des populations civiles, contre des biens de caractère civil, et ça, ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre qui peuvent donc donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions pénales de n'importe quel État sur la base de la compétence universelle dès lors que de tels crimes appellent tous les États à agir pour assurer leur répression. On pourrait même imaginer que le procureur se déclare compétent, implicitement, je crois qu'il s'est déclaré compétent, et il a décidé d'ouvrir une enquête à l'égard des faits qui se déroulent en ce moment sur le territoire ukrainien. Eh bien, on pourrait imaginer qu'alors le procureur demande à la Cour de délivrer un mandat d'arrêt international à charge de Poutine ou d'autres responsables des autorités russes.